Dans ce monde, le silence signifie la survie. La seule personne qui a du mal à rester silencieuse, c'est Duane Davis. Honnêtement, en fin de compte, il faut se demander si ce qu'ils disent est vraiment la vérité. Il n'y a aucun fait auquel se raccrocher pour me garder en vie. Le premier jour du procès de Duane Keffe D. Davis, le seul homme accusé du meurtre de Tupac Shakur, est terminé. Nous allons revenir sur les moments les plus marquants des déclarations d'ouverture qui exposent ce à quoi nous pouvons nous attendre de chaque côté. Jusqu'au début des témoignages. C'est une affaire qui a mis près de 30 ans à se concrétiser. Et elle ne fait que commencer. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous y sommes. Après près de 30 ans. Le premier jour du procès pour meurtre intenté contre la seule personne jamais poursuivie pénalement en lien avec l'assassinat de Tupac Shakur. À Las Vegas, Nevada, Duane Keffe D. Davis est accusé de meurtre avec une arme mortelle dans l'intention de promouvoir ou d'aider un gang criminel. Et un jury devra décider s'il est coupable ou non coupable. Un jury de 16 personnes, 10 femmes, 6 hommes, dont 4 suppléants. L'icône du hip-hop a été abattue dans les rues de Las Vegas le 7 septembre 1996, dans une fusillade depuis une voiture, et les procureurs affirment que Davis a orchestré ce meurtre. Pas qu'il ait réellement appuyé sur la gâchette, mais qu'il l'a facilité, qu'il a aidé à la commission du crime. Alors pourquoi l'accusation pense-t-elle que Keffe D a fait cela? Quelles preuves prétendent-ils avoir contre lui? Eh bien, passons aux déclarations liminaires, d'accord? Qui, d'un point de vue juridique, sont, selon moi, parmi les moments les plus importants d'un procès. Techniquement, ce ne sont pas des preuves. C'est un aperçu de ce à quoi s'attendre dans cette affaire, aussi bien de la part de l'accusation que de la défense. Mais je vais vous dire, il existe des statistiques et des études qui montrent que les jurés, même s'ils ne sont pas censés le faire, prennent leurs décisions ou penchent d'un certain côté après les déclarations liminaires. Donc, avec cela en tête, voici le procureur Binu Palal qui expose la scène, le décor, le contexte, l'affaire contre Davis. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur est venu à Las Vegas pour assister à un combat de Mike Tyson. Après le combat, Tupac, accompagné de Suge Knight, Trayvon Lane et d'autres personnes qui étaient avec eux, ils sont tombés sur une personne nommée Orlando Anderson. Et Orlando Anderson est le neveu de l'accusé. Et lorsqu'ils ont rencontré Orlando Anderson assis tout seul, ils ont attaqué. Lui. Cette attaque a été filmée. Pendant ces 2h30, Vous apprendrez que l'accusé intensifiait la situation et planifiait la vengeance pour le passage à tabac de son neveu bien-aimé. maintenant soyons clairs. Duane Davis n'a pas appuyé sur la gâchette. Mais ce qu'il a fait, c'est planifier la riposte après le passage à tabac de son neveu. Vous apprendrez que Duane Davis a récupéré l'arme. Vous apprendrez qu'il est monté dans une Cadillac blanche. Vous apprendrez quand l'occasion de se venger s'est présentée. Duane Davis s'est assuré que les tireurs étaient armés et prêts à assouvir leur vengeance. L'un des contacts que Duane Davis noue grâce à son association avec Zip Martin, c'est Sean Puffy Combs, qui était alors le PDG de Bad Boy Entertainment. Sean Combs voulait une protection lorsqu'il venait sur la côte ouest. Il s'inquiétait de Mob Piroux. Il s'inquiétait des membres de Death Row Records. Et donc, Duane E.P.D. Davis a accepté d'être présent pour assurer officieusement la sécurité de Sean Combs et de ses artistes lorsqu'ils venaient sur la côte ouest. Précisément afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun problème avec Mobb Deep et Death Row Records. Et cela a aggravé la rivalité entre Mobb Deep et Southside Compton Crips. D'accord. Donc maintenant, nous allons aborder cette prétendue opportunité et ce que l'accusation affirme que Davis a fait. Duane Davis entend parler de cette agression. Et ce que vous entendrez, c'est que dans son monde, il ne fait aucun doute qu'une réponse est nécessaire. Ce que nous apprenons, c'est que Duane Davis est bouleversé par le passage à tabac de son neveu. Et franchement, non. ce n'est pas Quelque chose d'inhabituel. comme réponse. Ce qui est inhabituel, ce sont les prochaines étapes que Duane Davis en fait prendre. Inhabituel pour une personne normale,
peut-être pas inhabituel pour une culture du jeu. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquêtes et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Dwayne Davis décide qu'il va organiser une riposte, que cette agression ne peut pas rester sans réponse. Puis il tombe sur une personne nommée Zip Martin. Vous vous souvenez de Zip Martin, qui était de contact avec Bad Boy Entertainment à New York? Et Zip Martin lui dit qu'il a une arme et qu'il peut venir l'aider. Comme vous venez de l'entendre, et si vous avez suivi notre couverture en amont de ce procès, cette affaire repose en grande partie, voire presque entièrement, sur les déclarations de Dwayne Keefe D. Davis, d'accord? Et il ne s'agit pas seulement de ce que le témoin A affirme que Davis a dit, non. Il s'agit d'enregistrements de déclarations et aussi, potentiellement, d'un livre qu'il aurait écrit. Ce sont des déclarations que Davis a faites au fil du temps, dans lesquelles il, comme le soutiendra le ministère public, aurait prétendument avoué sa participation au meurtre de Tupac. Par exemple, c'est lorsqu'il se serait entretenu en 2008 avec une cellule d'enquête qui enquêtait sur la mort de Notorious B.I.G. Et bien qu'il aurait fait les déclarations dès 1998 au sujet du meurtre de Tupac, c'est en 2008 qu'il participe à cet entretien secret. Donc, ils enquêtaient sur la mort de Notorious B.I.G., Christopher Wallace, tué 6 mois après Tupac. Et selon l'accusation, les agents fédéraux ont approché Davis parce qu'apparemment il quittait la même fête à Los Angeles, celle que Wallace avait quittée juste avant d'être tué. Selon l'accusation, ils ont arrêté Davis pour cette affaire de trafic de stupéfiants. Ils ont un dossier contre lui. Il affirme « Écoutez, je ne sais rien sur le meurtre de Notorious B.I.G., mais j'ai des informations sur le meurtre de Tupac. » Peu importe. Ouais, je sais pas de quoi tu parles. Genre, qui est celui avec le 6-2? Qui est-ce? Tout le monde avait un. Frère le CEO et Vincent. Et bien, comment c'est-il que c'est dans le... Mais je pense que c'est tout, je sais pas. Et puis, tu lui as demandé, est-ce que t'as celui où c'est juste le Boulissaf qui a du champ? Je pense que c'est ce qu'on doit savoir, mais je devrais être d'accord pour y aller comme ça. Et au cas où ce n'était pas clair, voici l'accusation qui donne davantage de détails sur les faits que Davis est accusé d'avoir commis ici. Donc plus tard, Dwayne Davis organise 2 véhicules pour se rendre au Club 662. Avant cela, il récupère l'arme auprès de Zip Martin. Et dans cette Cadillac blanche, avant que la fusillade n'ait lieu, Dwayne Davis explique que le conducteur est Terrence T. Brown. à l'arrière, côté conducteur, se trouve DeAndre Dre ou Big Dre Smith. À l'arrière, côté passager, se trouve Orlando Baby Lane Anderson. Et Dwayne Davis lui-même, Keefe KVD, est à l'avant, côté passager. Et voici comment Dwayne Davis explique le meurtre de Tupac Shakur. Et voici Keefe D. M. Davis, qui semble expliquer lui-même comment tout cela s'est passé. Bien. Tu étais un petit ici, tu es arrivé sur Arnold, c'est de ça que je parle, pas le boulevard tant attendu. Je suis sûr que tu as tout vu. Peut-être qu'ils reviendront ici et qu'ils feront leur devoir pour nous. Bonjour Tupac. J'étais là, ouais.
tu fais un demi-tour, on va juste t'emmener de l'autre côté de la ville. Il y avait un peu de vent. On voulait juste entrer et vérifier chaque voiture pour voir un peu. Donc on conduisait dans la zone d'attention. Quand quelques filles, deux, il a donné. Tu trouves un moyen avec ton portable. T'as déjà un putain d'esprit, tu sais. Je pense que tu es, je sais pas. Je sais pas. On m'a donné une chance de peut-être te mettre à sa hauteur. Tu dois le faire dans la voiture. Peut-être que tu entres et tu branches à ce moment-là. Ou alors tu donnes à ce moment-là à l'un de... C'est truc pour toi. Hey, tu vas faire une promenade en laisse. J'allais tirer quelques coups à tes as. Puis après, je vais sortir. Tu passes le pistolet à la place de la de l'arrière. Ouais, tu as raison. C'est prêt à le nommer. Pourquoi tu aimes faire ça? Alors, qu'est-ce que tu entends? Duane Davis et son avocat admettent que, lorsqu'ils voient Tupac Shakur et Suge Knight conduire vers le Club 662, Duane Davis, avec Terrence Brown, DeAndre Smith et Orlando Anderson, décide de faire un demi-tour. Il confronte Tupac Shakur et Suge Knight. Duane Davis a une arme à feu. C'est une arme à feu qu'il a obtenue d'Eric Von Vasquez Martin, et ensuite il la passe à l'arrière. Duane Davis dit que si Tupac Shakur et Suge Knight avaient été de son côté du véhicule, il leur aurait tiré dessus lui-même. Mais comme ils étaient de l'autre côté, il a remis l'arme à DeAndre Smith. DeAndre Smith, selon Duane Davis, ne voulait pas tirer à ce moment-là. Donc Orlando Anderson a tiré et a pris sa place. Duane Davis explique cela encore et encore. Hey, quand tu commences à tirer, tu dis que tu devrais regarder pour voir si tu... Ouais. Il te regarde droit dans les yeux. Je viens juste. Je sais parce que quelqu'un savait déjà. Quand. Donc, en fait, et puis, Tupac est en train de se faire tirer dessus. Et encore une fois, l'histoire, c'est que Tupac essaie de... je te vois l'arrêt. Yeah, what do you see happening? Ouais, j'ai réussi, il peut... Ah oui, c'est... Il y a juste un morceau de verre, on revient ici. D'accord. Donc, je suis désolé. Vous tous. Je vous ai demandé d'arrêter. Vous êtes censé arrêter la voiture et sortir. Donc, à chaque fois j'étais là, tu disais pourquoi tu fais le malin et ça m'a énervé. Tupac essaie de s'enlever du vaccin. Merci à vous. Maintenant, cette affaire ne repose pas seulement sur un entretien enregistré en 2008. Elle repose sur plusieurs déclarations présumées. Et c'est cette fréquence, ainsi que les circonstances entourant ces aveux présumés, qui pourraient poser problème à Kifidé. En 2009, Davis est tellement coopératif avec les autorités fédérales qu'il prend même l'avion pour New York pour essayer de pousser Zip Marson à se mettre lui-même en cause dans le meurtre de Tupac Shakur. À cette époque, Zip Marson était en train de mourir d'un cancer, il était sorti du milieu et il n'a vraiment pas coopéré avec la police. Cependant, en 2009, Duane Davis accorde une interview à Dan Ho, détective du département de police métropolitaine de Las Vegas. Maintenant, Duane Davis est plus réservé lors de cette interview. Le contexte est différent de celui de l'entretien de 2008. Ce n'est plus un secret. Mais Duane Davis admet dans le film qu'il était à Las Vegas, qu'il était en colère à propos du passage à tabac d'Orlando Anderson, qu'il était le responsable, qu'il faisait partie de la Cadillac blanche, Cadillac qu'il a procuré l'arme à feu qui a finalement tué Tupac, donc en 2017. Duane Davis décide de parler publiquement. Il est approché par les producteurs d'une émission appelée Death Row Chronicles qui passe sur BET. Et ceci n'est qu'une petite partie de ce qu'il dit être sa motivation pour participer à l'émission.
Lors d'un de ces jours de DD, j'étais une copie du créateur de code de Jin, et je suis le seul encore en vie qui continue vraiment l'histoire à propos de l'enregistrement de 2 heures. Les gens me poursuivent depuis 20 ans. Soldier de sur Internet, journaux, magazines, je me montre maintenant pour témoigner parce que j'ai un cancer. Je n'ai eu aucun de ces votes. Tout ce que j'entends maintenant est vrai. Fait remarquable. En 2019, Duane Davis décide alors de publier son propre livre. Et en ce qui concerne le livre, il y a certainement beaucoup de choses très autoglorifiantes. Mais encore une fois, le fond reste le même. Il était furieux à propos d'Orlando Anderson. Attendez, à propos du passage à tabac d'Orlando Anderson, le neveu de Davis. Il était à Las Vegas. Il a récupéré l'arme. Il était dans la Cadillac blanche et il a remis l'arme au tireur. Donc, tu as fini par monter dans la voiture avec Debeline et Dan. La voiture avec eux, ouais. Et nous sommes allés jusqu'au feu sur Sunset et Flamingo. Et le gars agissait comme si il était dans un défilé ou quelque chose comme ça. Et dans cette BMW, quelqu'un se penchait par la fenêtre. Et c'est trop loin, c'est trop loin. Bonjour. Il m'appelait en criant et on devait y aller, en bas. Elle est arrivée à leur hauteur. Maintenant, il y a quelque chose d'essentiel ici, sur lequel l'accusation insiste. Une émotion qui, selon eux, ressort chez Kefidi, que le procureur affirme, prouve qu'il a participé à ce meurtre de Tupac Shakur. Et cette émotion, c'est la colère. Et encore une fois, ce qui reste, même aussi tard qu'en 2020, 2021, 2022, c'est la colère viscérale de Duane Davis envers Tupac Shakur. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas? S'il te plaît, ne connais pas mon nom. Pourquoi pas? 28 ans plus tard, c'est cette colère viscérale que Duane Davis ressentait envers Tupac. C'est ce qu'il a fait en 2h30. Il a fait ce qu'il pensait être la réponse appropriée. Et 28 ans plus tard, il est toujours en colère à propos de ce que Tupac a fait. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur a publiquement, devant la caméra, participé à une humiliation et au passage à tabac du neveu de Duane Davis, Orlando Anderson. Et Duane Davis savait que dans son monde, cela exigeait une réponse. Et au fil des années, lors d'entretiens privés, de déclarations publiques et même d'appels privés, Duane Davis nous a répété à maintes reprises la colère qu'il ressentait. Et son propre rôle dans la fusillade de vengeance menée depuis une voiture contre Tupac Shakur. Et maintenant, près de 30 ans plus tard, nous allons vous demander de tenir enfin Duane Davis pour responsable. Merci. Voici donc les moments clés de la déclaration d'ouverture de l'accusation. Rappelez-vous, c'est à eux qu'incombe la charge de la preuve. Ils doivent prouver cette affaire au-delà de tout doute raisonnable. Et comme vous l'avez remarqué, ils ont passé presque tout leur temps sur les déclarations et aveux présumés de Duane Kefidi Davis. Et c'est exactement ce que l'avocat de la défense de Kefidi, Michael Samt, a mis en avant dans sa déclaration d'ouverture. Au bout du compte, vous devez vous demander si ce qu'ils disent est vraiment la vérité. Ou de la fiction. Fait ou fiction. Il n'y a aucun fait qui incrimine Kefi. Le premier. 3 thèmes ici de la défense, d'après ce que j'ai vu, d'accord? Premièrement, il n'y a aucune autre preuve reliant Kefidi au meurtre de Tupac. Par exemple, l'accusation ne semble pas avoir l'arme du crime dans cette affaire. Deuxièmement, enquête bâclée, pas complète. Et troisièmement, on ne peut pas faire confiance à ce que Kefidi a dit, il a tout inventé. Le LAPD l'a contacté, l'a appelé, puis a dit « Hey, détective Long, nous avons l'arme. » Et nous l'avons testée, et elle correspond à ce que vous cherchez en ce qui concerne l'arme qui a tué Tupac Shakur. Le détective Wang se rend au LAPD, prend l'arme, la ramène, la fait analyser, et il s'avère qu'elle ne correspond pas. Le LAPD lui dit « Après, nous t'avons donné une fausse arme pour te tester. Ce que tu apprendras aussi, c'est que parmi toutes les personnes dans cette pièce, pas une seule personne ne vérifie ce que le KPD nous dit.
que le FBI, la référence en matière d'enquête dans notre pays, n'est pas allé vérifier ni approfondir ce qui a été dit. Maintenant, l'une des choses que l'accusation nous a montrées était une photo d'une voiture et il a indiqué qu'il y avait 4 personnes dans cette voiture. Et il vous dirait qu'à un moment donné, 3 de ces personnes sont mortes et Kippy est le seul qui reste. Mais au moment où il fait sa déclaration à la cellule d'enquête, en 2008, il y a une autre personne qui est encore en vie. Ils n'ont jamais interrogé cette personne pour vérifier si cette information était vraie. Pourquoi pas? Parce que le FBI s'est tout simplement endormi et que le LAPD s'en fichait complètement. Il n'a jamais été inculpé pour quoi que ce soit de ce qu'il a dit pendant cette période. Et c'est parce qu'il savait qu'il racontait n'importe quoi. Sinon, ils auraient fait quoi? Pourquoi ne l'auraient-ils pas fait? Quand détective Long revient à Las Vegas, Il va en discuter avec le bureau du procureur du comté de Clark. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? Eux non plus n'ont pas non plus engagé de poursuite. En 2009. Demandez-vous pourquoi c'est le cas. C'est parce qu'ils ne se souciaient tout simplement pas de Tupac Shakur ou de sa vie. Ou est-ce parce qu'ils ont examiné la question et se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vérifier ces informations? Nous ne pensons pas que ce soit vrai. Et vous remarquerez, si vous regardez toute cette plaidoirie d'ouverture de la défense, ou même pendant le déroulement de cette affaire, la défense a passé beaucoup de temps à critiquer le travail de l'ancien détective de la police de Las Vegas, Clifford Mock. Et M se présente devant le grand jury. Et devant le grand jury, c'est une procédure secrète. Nous ne sommes pas là. La défense, vous savez, n'est pas assise comme nous ici. Il n'y a que les procureurs. Il y a un groupe de personnes qu'on appelle les membres du grand jury. Et des gens viennent témoigner sous serment. Et il n'y a vraiment aucun moyen pour la défense de contester quoi que ce soit parce que tout se fait en secret. Nous n'en savons pas vraiment plus. Mais dans ce cas particulier, M. Mogg a prêté serment de dire la vérité. Et vous savez ce que fait M. Mogg? Il lit simplement des pages du livre à haute voix pour les consigner au dossier. Il ne fait rien de plus en termes d'enquête que de lire des pages d'un livre à haute voix pour les consigner au dossier. il ne documente jamais, dans aucune de ses démarches, la moindre vérification du livre avant de le lire à haute voix pour le consigner au dossier. Il s'avance, prend place à la barre et lit le livre comme s'il s'agissait de la vérité absolue. Ce que vous allez découvrir à propos de M. Mobb, c'est qu'il n'a jamais rédigé de rapport. Donc, lorsqu'il a repris l'affaire en 2017, jusqu'à sa retraite en 2023 et son passage devant le grand jury, il n'a jamais rédigé de rapport. Pas une seule fois. Pas comme le détective Becker, pas comme le détective Long, et pas comme n'importe quel autre policier qui fait son travail. Cet homme n'écrit jamais de rapport. Et une autre chose que la défense a faite dans sa déclaration d'ouverture, c'est qu'elle a mis en cause les témoins de l'accusation, comme Reggie Wright Jr., que j'ai d'ailleurs déjà interviewé. C'est quelqu'un qui a travaillé comme agent de sécurité pour Death Row Records. L'avocat Samt a affirmé que c'est un criminel condamné qui n'était pas présent au moment de la fusillade, qu'il aurait soi-disant ordonné à des gens de mentir pendant l'enquête. La défense a également mentionné Devonta Dirk Rockley, que Samt a qualifié d'indicateur payé qui dira tout ce qu'on lui demande. L'avocat de la défense, Samt, a également mentionné l'ancien détective du LAPD, Greg Kading, qu'il aurait soi-disant volé le dossier de l'affaire Tupac et Biggie à des fins personnelles. Maintenant, avant que nous passions au témoignage, voici comment la défense, l'avocat de la défense, Sam, a conclu sa déclaration liminaire. Ce que vous allez entendre de la part des témoins qui vont témoigner à ce sujet, c'est que Kiki Kepidi était connu pour faire cela. Sinon, c'est juste ça. Et à la fin de tout le temps que vous passez ensemble, ce que vous allez constater, c'est que l'État ne pourra pas vous prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que Kiki avait quoi que ce soit à voir avec le meurtre au premier degré, avec usage d'une arme mortelle. Il n'y a aucun fait qui étaye cela. D'accord, donc deux perspectives différentes, deux déclarations liminaires différentes. Passons maintenant au témoignage. Je voudrais en fait commencer par le deuxième témoin de la journée. Nous parlerons du premier ensuite, mais le deuxième témoin appelé par l'accusation était Ingrid Stokes. Elle affirme qu'elle était sur le strip de Las Vegas cette nuit-là, qu'elle se trouvait dans une voiture dans la même rue que Suge Knight et Tupac, qu'ils étaient dans leur propre voiture et qu'elle était juste là au moment de la fusillade. Voici donc ce qu'elle a dit lorsqu'elle a été interrogée
par l'accusation. Nous étions en train de conduire, on traînait, c'était inimaginable. Et ma copine Lorraine, à l'époque, elle connaissait Shuj. Et elle nous a dit « Hey, c'est Shuj, approche-toi de lui. » Je lui demandais ce qu'ils font. Et donc Shalane était la conductrice et elle a ralenti près d'eux. On t'a dit que Shailene était la conductrice. Oui. Où étais-tu assise? J'étais la passagère à l'avant. À l'avant, côté passager. Donc Shailene conduit, tu es à l'avant côté passager, et les deux autres âmes sont à l'arrière. Oui, Tanisha est derrière moi et Lorraine est derrière la conductrice. Après toutes ces années, tu t'en souviens encore? Eh bien oui, il y a des choses qu'on n'oublie pas, surtout celle-là. Et donc, quand tu commences à conduire, ou quand tu vois Shobu, et que ton ami commence à parler à Shobu, qu'est-ce qui se passe? Ils discutaient et disaient « Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il ?» On regarde et au début, on s'arrête à côté de la voiture et on fait un signe de tête ou on dit bonjour, ce genre de choses. Mais on était dans notre propre petit monde. Pendant qu'elle lui parlait, il a dit « Hey, on va tous en bois, pourquoi tu ne nous suis pas? Mets-toi derrière nous, tu peux venir avec nous. » Il y avait une voiture derrière nous. Et ils n'arrêtaient pas de tourner autour de nous pour essayer de passer devant. On a failli percuter la voiture quand on essayait de déposer quelqu'un. Il y avait une voiture dans la voie, la dernière voie, qui était la voie de virage à gauche. Et c'était une voiture blanche à 4 portes. Je ne peux pas vraiment te dire exactement, mais elle était blanche à peu près. Et on a failli la percuter quand on essayait de s'éloigner. Est-ce que tu essayais de poursuivre la voiture blanche? Non, je voulais juste m'en aller. Le policier nous a fait asseoir par terre sur le trottoir devant tout le monde. Il y avait encore des gens, des voitures qui passaient, je crois. C'était donc une situation un peu étrange, où ils étaient assez impolis avec nous, et ils nous traitaient comme si on était des suspects. Mais en réalité, on ne savait vraiment pas ce qui s'était passé. Maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement ce qu'elle dit lorsqu'elle est interrogée par la défense lors du contre-interrogatoire. Quand on s'est arrêté à côté de lui et qu'elle parlait à Shug, il était détendu, assis sur le siège passager, et Shug était détendu en parlant à Lauren. Rien, il n'y avait aucune interaction. D'accord, bon, pendant que tu es assise là et que tu arrives, Tupac n'était pas en train de passer la tête par la fenêtre ni de faire quoi que ce soit par la fenêtre. Absolument pas. Non. D'accord. Il n'avait pas le buste sorti par la fenêtre en train de crier à ses fans « Tupac !» De bouger. Il n'y avait pas de fans autour, il était juste en train de rouler en voiture en écoutant de la musique comme nous. Ce que j'ai retenu de ça, est-ce que ce témoignage contredit ce que Kefide a dit dans une de ses interviews, où il a apparemment affirmé que des gens criaient « Tupac, Tupac !» et qu'ils se penchaient par la fenêtre. Elle semble ne pas être d'accord avec cette version, où son témoignage est différent. Donc je pense que la défense essaie de construire son argument ici. On ne peut pas croire ce que Kefide a dit, qu'il est un narrateur peu fiable. C'est quelque chose à considérer. Maintenant, je veux revenir au premier témoin de ce procès. D'accord, Gary Dell travaillait pour la police métropolitaine de Las Vegas. Il faisait partie de l'équipe à vélo la nuit où Tupac a été tué. Il a affirmé qu'avant la fusillade, plus tôt dans la nuit, il avait arrêté cette BMW noire qui, selon lui, n'avait pas de plaque d'immatriculation. Et il dit qu'elle était occupée par Suge Knight et Tupac Shakur. Mais c'est le moment clé. Écoutez ce récit de ce qui s'est passé après la fusillade. Et je vais vous dire, c'est glaçant à entendre. Et potentiellement important sur le plan juridique pour l'accusation. Avançons d'environ, je dirais qu'environ 10 minutes plus tard, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Que s'est-il passé? Nous continuons à rouler sur la zone du Strip. Nous nous dirigions vers le sud sur le boulevard. Et nous avons entendu des appels concernant un véhicule. Je me souviens plus exactement de ce qui a été dit, mais en avançant vers Harmon, nous avons vu le véhicule qui avait été décrit sur le terre-plein central de la route. On aurait dit qu'il était monté sur le terre-plein et s'était arrêté là, au milieu du boulevard. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez ça? Nous sommes approchés du véhicule. C'est vous et M. Goldberg? Oui, M. Goldberg et moi. Et est-ce que vous reconnaissez, est-ce que vous voyez l'une des deux personnes que vous avez vues plus tôt dans le véhicule? Oui. Et qui est-ce? Un certain Marion Knight était à l'extérieur du véhicule, marchant et parlant. Et Tupac Shakur était en train d'être évacué par les secours. Pendant que Marion Knight parle, vous souvenez-vous de quelque chose qu'il a dit? Il nous disait de prendre soin de Tupac Shakur. Êtes-vous capable d'avoir une quelconque communication avec monsieur Schindler? Il parlait encore et j'essayais de le convaincre de me dire le nom de ses agresseurs. Et a-t-il jamais répondu? Oui, il a répondu, non, on va s'en occuper, quelque chose comme ça. Non, on va le prendre. On va s'en occuper, quelque chose comme ça. Parle de cette grosse chaîne en or qu'on voit sur cette photo juste là.
La deuxième fois que vous allez croiser M. Shakur, portait-il cette chaîne en or autour du cou? Non. Alors la chose qui m'est venue à l'esprit, est-ce que Tupac Shakur semblait savoir qui lui avait fait ça? Et s'il y a une suite d'événements ici, Orlando Anderson, et que c'est une représaille, on comprend pourquoi cela pourrait être crucial pour l'accusation. Voilà, d'accord? Quelques-uns des moments les plus marquants de la première journée. Nous prévoyons de faire cela chaque jour. Nous voulons nous assurer que vous ayez un récapitulatif complet des moments les plus importants de chaque journée. Nous allons aussi l'analyser pour vous, à la fois du côté de l'accusation et de la défense. Que se passe-t-il dans cette affaire? Et d'ailleurs, vous pouvez regarder vous-même ce procès sur la chaîne Long Crime Trials, sur la chaîne Long Crime Trials. J'espère que vous pourrez y jeter un œil. D'accord, avant de conclure, je voudrais dire quelque chose à tout le monde. Donc, dans Sidebar, vous savez, on analyse les grands procès. On vous présente les principaux éléments de preuve. Parfois, on est un peu limité sur ce qu'on peut vous montrer. C'est pourquoi, si vous ne le saviez pas encore, vous pouvez tout consulter dans les dossiers d'affaires sur l'application Long Crime Plus. Nous l'avons aussi pour Tupac Shakur. Donc, nous ouvrons le coffre-fort des preuves. Vous pouvez ainsi examiner les images brutes des caméras piétons, les appels au 911, les photos de la scène de crime, les enregistrements complets des procès, tels quels. En plus, vous bénéficiez du streaming sans publicité de toutes vos émissions préférées sur Long Crime et Court TV. Vous pouvez tout voir gratuitement pendant un mois entier. Rendez-vous sur longcrimeplus.com, entrez le code promo SIDEBAR et commencez à explorer dès aujourd'hui. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez également nous retrouver sur Peacock de NBC. Merci beaucoup à tous, je vous retrouve la prochaine fois.